Enregistrement. C'est parti, mon kiki. Allez. Et je vais lancer le direct dans un instant. Je te demande une petite minute que ça se mette en place, la diffusion en direct. Alors, saisir. Partager sur votre groupe. Le groupe s'appelle Trans. Voilà, dans 5, 4, 3, 2, 1, on démarre. Normalement, c'est bon. On démarre avec du monde. Bogdan Pavlovici et Alain Michalak qui arrivent. Logiquement, c'est bon, on est en live. On est en live. Donc, Marc, si tu veux commencer. Voilà. Hop. Alors, attends, je coupe. On va la faire courte comme d'habitude. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. On va remercier Pank d'être présent. Et puis, on va laisser la parole à Pank pour nous dire un petit mot, se présenter, si tu veux bien, Pank. Ouais. Donc, bienvenue à toi. Merci. Donc, moi, c'est Pank. Je suis hypno depuis un paquet d'années et je partage la plupart du temps, au travers d'une chaîne, un ensemble d'idées, d'orientation par rapport à l'hypnose et surtout l'exploitation de la transe. Je trouve que la notion hypnose contraint beaucoup parce qu'on a chacun nos croyances par rapport à cette discipline. On a chacun nos expériences qui vont valider vu qu'on a plein de biais cognitifs. Et moi, ce qui m'éclate, c'est d'aller chercher dans les disciplines psycho, c'est vraiment mon orientation, le travail de transe pour, au quotidien, travailler en cabinet, recevoir des personnes qui sont en souffrance ou qui sont en demande et travailler dessus tout en développant, on en parlait tout à l'heure avec Lancelot, un petit peu ma patte, ma manière de faire qui automatiquement va mettre de côté un certain nombre de personnes qui ne vont pas du tout apprécier et d'autres auxquelles ça va correspondre à leur chemin de vie à ce moment-là, à leurs besoins, etc. Donc, c'est vraiment moi, ma grosse passion et donc je voyage beaucoup pour ça. Je vais voir beaucoup de profs différents, j'étudie beaucoup de systèmes et après, je partage tout en ligne parce que je pense que la connaissance, c'est quelque chose qui doit se partager, qui n'a pas forcément à payer pour, même si, bien sûr, quand on a une proximité avec des gens, le fait d'avoir un service, on peut le payer, mais je pense qu'on peut obtenir l'info de façon qu'elle soit disponible et gratuite pour le plus grand nombre, et ça peut faire que des personnes se plongent dans des disciplines, se développent eux-mêmes, apprennent, trouvent des passions, trouvent des trucs qui leur plaisent, et c'est ça qui me fait plaisir au quotidien. Et Dieu sait si tu le fais depuis un grand nombre d'années sur ta chaîne YouTube. Ouais, là j'arrive à 8 ans au quotidien, donc c'était un délire à la base. J'étais parti sur un truc d'un magicien américain qui faisait tous les jours un tour de magie sur YouTube. Et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que ça fait si on parle tous les jours d'un élément d'hypnose, psychothérapie sur YouTube. Et j'ai continué ça sur les années. J'ai trouvé que c'était marrant, ça donne une discipline. Et je partais du postulat que tout le monde pouvait, dès lors, se dire, bon, si ce gars-là, lambda, arrive tous les jours à faire une petite vidéo de 10 minutes, à partager des trucs, moi, je peux faire quotidiennement, tous les jours, sans en zapper une journée. Te dire, je peux faire quelque chose, je peux montrer. Et tu sais, c'est très PNL, très hypnose, à dire, montre, sois congruent, montre que tu peux le faire. Et les gens, comme ça, tu leur donnes peut-être l'envie et ils vont se dire, ce gars lambda, là, il le fait. Pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Et ça donne petit à petit une possibilité à chacun de se dire, moi, je vais faire pareil, je vais faire ça sur mon sport, je vais faire ça sur plein de choses. Et se dire, je suis capable de faire au quotidien 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. On n'a pas besoin de grand-chose. Mais tu vois, ça m'était venu avec Tokitsu Sensei, donc Kenji Tokitsu, qui était un grand pratiquant d'arts martiaux japonais qui a développé en France un style de karaté qui s'appelait Shotokan avant de créer son propre style. Et un jour, il expliquait quelque chose d'hyper pertinent. Il disait,
c'est facile de s'entraîner 2 fois par semaine, 3 heures ou 4 heures. C'est hyper simple. Par contre, ce qui est dur, c'est de t'entraîner tous les jours, 1 heure, mais tous les jours. Quand tu es malade, quand tu n'es pas bien, quand tu as appris quelque chose de pas cool, quand c'est Noël, Nouvel An, une fête X ou Y, que tu as eu une murge la veille, etc. Te dire non, mais je vais le faire. Et j'avais trouvé ça très pertinent de se dire la constance, plutôt que beaucoup d'un coup, puis plus rien, beaucoup, plus rien, beaucoup, plus rien. Cette notion de constance, je trouve que c'est quelque chose qui est sympa et qui, dans nos différentes disciplines, qu'importe ce qu'on fait, au quotidien, ça nous apporte beaucoup. De se dire, je suis constant et je montre que je ne fais pas grand-chose. Mais un tout petit, chaque jour, je pose une graine, chaque jour, je pose une idée, chaque jour, je fais un geste, chaque jour, j'ose ceci ou cela. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment essentiel et c'est ainsi que j'ai développé personnellement les différentes pratiques que j'ai. C'est que tous les jours, je me suis entraîné. Bon, parce que ça faisait partie de ma vie et parce que ma vie et l'hypnose et le magnétisme et la recherche dans les domaines de l'ésotérisme sont ma passion. Mais donc, j'ai pas un jour où j'ai pas ouvert un livre, où j'ai pas pratiqué une chose, où j'ai pas écouté un enseignement, voilà. Et du coup, au bout d'un certain temps, ça devient naturel, quoi. Il n'y a plus vraiment un effort, même s'il en faut en fournir un quand même, parce qu'il faut être là. Et ça développe à la fois la puissance et la volonté, quoi, et la capacité à être dans la persévérance, qui sont des qualités majeures, quoi. On se retrouve quand Richard tout à l'heure me disait quoi de neuf, moi je dis ma vie elle est routinière. Mais quand je dis c'est une routine, il y a des gens ils vont dire mais laisse tomber, tu es dans un monastère mon pote, tu fais toujours la même chose, tu te lèves tous les matins à la même heure, tu fais toujours tes méditations, tu vas faire tes trucs. Après j'ai mes patterns avec mes entraînements où je sais que je vais donner cours, donc tous les jours je suis à l'entraînement, etc., etc. Mais cette notion de routine, c'est nos patterns hypnotiques, c'est nos patterns de transe. Il y a plein de choses. Si on crée des patterns qui nous sont positifs, si on crée des éléments qui nous mettent en confort, en sécurité, après on peut toucher toutes nos valeurs, nos peurs, nos stress, etc. Pourquoi les changer? Et alors, il y en a, ils vont être en quête de diversité et dire « Ouais, mais moi, je vais m'emmerder si je fais ça. » Ok, mais ça n'empêche, comme tu viens de dire, que tu peux très bien, dans ta routine, avoir énormément de diversification. Tu ouvres un bouquin qui est différent, tu étudies quelque chose de nouveau, mais tu te donnes ces temps. Et je trouve que ça redonne une valeur à ce que l'on fait. Et la notion de routine, on en a tous. Hein. Mine de rien, on va au boulot, on prend toujours le même chemin, on va chercher notre pain, à moins qu'on ait 400 boulangeries autour de chez nous. En général, on fait à peu près la même chose. On est plein de patterns. Et moi, je me disais, quitte à être en transe, à faire donc plein de choses automatisées et ne plus vraiment avoir conscience, et comme tu dis, parfois, il faut l'habiter aussi, cette notion-là, choisir les patterns que tu vas mettre en place et faire en sorte que ça t'apporte du bien. Alors après, moi, je ne suis pas trop dans les notions bien-mal, je suis plus dans je suis OK avec ça ou je ne suis pas OK avec ça. Et moi, tant que je suis OK et que ma routine me donne cette notion OK, je la continue, et ce depuis des années. Après, c'est à nous de découvrir les patterns qui nous apportent des choses et ce qui résolve aussi ces patterns-là dans notre quotidien et par rapport à nos problématiques plus profondes. Oui, mais tout à fait. En fait, ce qui compte, c'est d'y mettre de la conscience et d'y mettre dans cette routine non pas un automatisme mécanique, mais une réalité de passion, d'envie, d'apprentissage, et ainsi de suite. Et justement, à ce propos-là, je voulais te faire parler un petit peu d'une partie de toi qui est quand même essentielle pendant tant d'années, c'est toute la partie arts martiaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et justement, dans la répétition des katas, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon un pattern, mais sauf que pour arriver à la perfection de ce kata, quoi. Alors, moi, j'ai commencé, je suis quelqu'un qui peut se considérer comme violent. D'accord. C'est souvent quelque chose qui peut être assez dérangeant parce qu'on va dire violent, c'est pas bien, etc. Bien ou pas bien, je le suis. Je suis quelqu'un qui a un caractère plutôt sanguin. Ouais, et j'ai une énergie colère qui est très forte en moi. Alors, ça amène plein de choses un peu galères, mais ça apporte plein de choses géniales parce que ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et justement, parce que je ne suis pas OK avec plein de choses, donc cette colère fait que j'agis, je mets en action des choses, je teste, je crée des projets, etc. autour de ça. Donc, avec les années, j'ai appris que ma notion de colère, elle pouvait être utile, alors que bien sûr, socialement, c'est très critiquable. La violence, pareil. Hein. La violence, ça fait du mal à autrui, ça fait du mal à soi-même. On est d'accord. Et puis, je me suis dit, mais OK, au bout d'un moment, tu es ce que tu es et comment tu peux exploiter ce que tu es.
coup de bol, gamin, bon, je faisais beaucoup de sport. Et donc, étant un peu sanguin, j'avais commencé par le basket. J'adorais le basket. J'ai commencé très tôt le basket. Mais au bout d'un moment, je me battais et j'engueulais les arbitres, j'insultais les arbitres quand je perdais. Donc, mauvais joueur, plein d'ego. Bon. Un gamin qui avait envie, qui avait faim. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que j'avais envie de taper et mes potes de mon équipe et les arbitres et tout le monde. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, pas bon, tu vois, faut arrêter tes conneries. Va faire des arts martiaux. Et comme tout gamin qui fantasme sur les arts martiaux, moi, je m'étais dit, il faut que je fasse un truc pour devenir fort. Moi, j'ai été nourri au manga. Hein, donc, derrière, j'ai l'idée derrière de il faut devenir fort, aider tes copains, aider les faibles et tout. Plein de valeurs sympas, mais qui en fait touchent énormément de blessures qu'on a tous, plus ou moins. Donc, c'est sympa comme valeur, mais derrière, c'est aussi nos problématiques qu'on doit un peu gérer. Et donc, j'ai découvert, moi, j'ai commencé par le karaté, parce que je n'avais pas de Muay, je n'avais pas de boxe. Il y avait de la française à l'époque dans ma ville. J'ai commencé le karaté et j'étais nul. Parce que, en fait, moi, je suis dyspraxique, je suis dyslexique, dyspraxique. Donc, je fais tout à l'envers. Ce qui est d'autant plus rigolo, parce que, en fait, je devais m'entraîner, mais énormément pour faire ce que les gens font classiquement et facilement. J'étais épuisé rapidement et puis surtout, je galérais l'enfer. Tu parles des katas, il y avait les kyons qui sont des répétitions techniques dans le vide, il y avait les travaux à deux, mais pour autant, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est à toi de dépasser tes problèmes, t'es nul, le boulot paiera. Donc, tu vois, la notion de constance, je pense que je l'ai découverte avec les arts martiaux, à me dire, t'as beau être nul, et ben c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un qui admet complètement mes limites. Tu vois, je ne suis pas du tout genre on est illimité, etc. Moi, je pense qu'on est très, très limité, mais ce n'est pas grave parce qu'avant d'arriver à nos limites, on a quand même un paquet de choses à visiter. Donc, je me suis dit, tu n'es pas bon, mais tu aimes ça. Et comme tu parlais tout à l'heure de passion, cette notion de passion, moi, elle m'a animé très vite. Et à l'époque, on n'avait pas YouTube et tout ça, donc j'allais à la montagne Sainte-Geneviève à Paris pour aller acheter des bouquins, pour acheter des bouquins. Quand tu as 15 ans, tu achètes un bouquin et tu le lis 500 fois parce que tu dis trop bien, c'est génial, pour comprendre comment les maîtres, les anciens et autres, parce qu'on a ce fantasme, c'est une recherche du père directement. Le sensei, le maître, c'est indirectement se dire la figure d'autorité sur laquelle je peux avoir confiance. Et de là, moi, j'ai commencé à avoir un petit peu de retour sur l'entraînement que j'avais, mais je m'entraînais vraiment beaucoup dès que j'avais du temps libre à côté. Je travaillais, j'étais au bahut, je partais à l'entraînement, et puis si c'était pas OK, je continuais à m'entraîner, parce que je trouvais que j'étais vraiment pourri. Puis de là, j'ai touché l'aspect sportif des arts martiaux, où à force de persévérance, je perdais. Mais il y a la théorie des grands nombres. Il y a toujours un moment où tu gagnes. Ça, c'est plutôt sympa. Perds 10 000 fois, tu gagneras peut-être une fois. Et tu es content quand tu gagnes. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un bon niveau en compète parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et j'ai changé d'arts martiaux parce que j'adorais le karaté, mais à l'époque, il y a ce qui est arrivé au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle le MMA, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le MMA, donc Mixed Martial Arts, qui est représenté par l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Et moi, je vois ça, 94, c'est arrivé en 93, mais nous, on a eu des vidéos en 94. Je voyais deux personnes qui se battaient sans règles dans une cage, et j'ai kiffé. Tu vois, à l'inverse du truc de me dire c'est trop violent, il y a du sang partout, c'est dégueulasse, on se tape par terre. J'ai fait trop bien, c'est ça que je veux faire. Donc, à l'époque, il n'y avait pas. Hein. C'était pas connu. Puis j'ai eu la chance, moi, d'être la première ère. Autant Fabrice a eu la chance de vivre le monde du Muay Thai dans les années folles du Muay Thai en France, avec cette diffusion, après Pachi et tout ça, vraiment ce moment cool. Moi, j'ai eu le début du MMA en France, le début du jiu-jitsu brésilien, et donc de ces styles hybrides, entre guillemets, qu'on a pu développer. Et j'ai cherché ça, toujours dans une quête, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, moi je fais du 8, donc c'est quête de force. Il y a une notion instinctive de se dire tout le monde veut me tuer, ou tout le monde me veut du mal, ce qui est, sans parler de paranoïa, mais qui est vraiment, la définition, c'est le monde est une guerre potentielle, donc il faut toujours être prêt à taper le premier, sinon on va se prendre un KO. Et donc, moi, j'ai toujours cherché le système qui était le plus fort, vraiment entre guillemets, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas ce que tu vas faire dans un ring, dans une cage, qui te rend réellement fort, c'est réellement ce que tu développes en toi. Mais ça,
Quand tu es ado, tu t'en fous complètement. Tu le comprends intellectuellement, tu fais ouais, tu le racontes parce que ça fait bien devant les meufs à dire ouais, t'as vu, moi je suis un gars hyper philosophique, mais au fond de toi, tu te dis non, mais ça va pas, il faut que je devienne fort. Tu vois, faut pas que je me fasse éclater par le gars en face, etc. etc. Et cette notion donc, m'a permis de faire énormément d'arts martiaux. Bon, je suis allé faire du jiu-jitsu, du judo, je suis allé faire des systèmes X jusqu'à arriver à faire du combat libre. Donc, à l'époque, on n'appelait pas ça MMA, on appelait ça free fight. Et j'avais mon petit background de karaté, un peu de judo, et je me suis retrouvé à une compète au milieu de nulle part, un bastonnait avec des gars avec très peu de règles. Et j'ai adoré. Tu vois, c'est cette notion de dire on est complètement libre. Et cette liberté dans les arts martiaux, au travers d'une répétition constante, tu vois, des patterns que tu es obligé de t'habituer. Donc, c'est un paradoxe. Tu es dans un cadre. Tu es dans un cadre, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, tu es dans une limite, et pour autant, tu combats dans un monde qui n'en a pas. Et tu dois imposer tes propres limites dans un cadre qui ne l'est pas, donc tes propres techniques, ce qui donne quelque chose qui était paradoxalement ultra libérateur. Plus j'aurais connu de techniques, plus j'aurais galéré. Alors que là, en fait, vu que j'étais en galère tout court, mais je me disais, je sais faire ça, bah, je fais que ce que je sais faire. Ce qui fait que bah, c'est un petit peu comme quand on est en thérapie, en accompagnement, ce moment où il y a des moments, bah, on ne sait plus trop où on va et on reprend nos bases. On dit non, non, je sais faire ça, je sais que ça apporte du bien aux gens ou ça leur permet d'ouvrir quelque chose au niveau de la conscience. Cool, je vais travailler là-dessus. Après, je peux travailler sur plein de choses, mais je reviens sur mes bases. Quand je ne sais pas, quand je suis mal, quand justement je suis limité, je retrouve mes propres limites et en même temps, j'ouvre cette notion très forte de mes bases. Et donc, fil en aiguille, bah, j'ai eu la chance d'aller dans les premiers clubs de jiu-jitsu brésilien en France. J'ai été parmi les premiers gradés en France. Pareil, avec un autre style qui s'appelle la lutte à livre, qui est un autre style de préhension, pareil, où j'ai été parmi les premiers gradés en France. Et en même temps, je faisais du combat libre. J'ai eu la chance d'en faire beaucoup avant que ça devienne très connu, comme maintenant, là, on a de la chance de le voir partout. Mais moi, j'ai fait des combats qui ressemblaient à rien, dans des endroits qui ressemblaient à rien. Et toujours avec cette quête de se dire, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que moi, le mec qui ne suis pas sportif, pas particulièrement bon, pas particulièrement truc, comment je vais m'en sortir? Donc, tu vois, il y avait toujours un travail en interne à dire, j'ai peur, ça va faire mal, je peux tomber KO, je peux me faire péter un bras et tout. Et me dire, ouais, mais c'est marrant, c'est ça vivre. Donc, en même temps, je nourrissais un pathos, tu vois, le pathos de il faut que je sois fort, il faut que j'arrive à me prouver que j'ai une existence au travers même d'une violence qui est cadrée, hein, mine de rien, même si elle est très libre. Et ça a donné quelque chose qui m'apaisait. Je montais sur un ring, je montais dans une cage, je montais sur un tatami. J'avais peur, parce que le mec, il y en a qui n'ont pas peur, bon, mais moi, j'avais peur. Et en même temps, j'avais un sourire de malade à me dire, ouais, on va se taper dessus, on va se péter la gueule. Et après, on ira boire une bière, on ira discuter ensemble, et puis c'est fini, quoi. C'est l'instant, c'est l'intensité. Et là, si on reprend ce que tu disais tout à l'heure, tu es dans l'intensité de l'instant avec cette passion qui nous nourrit complètement et qui fait que bah, tu as mal, il y a des moments où tu vas avoir mal pendant un paquet de temps, et en même temps, tu as une espèce de… Alors, plénitude, pour moi, le mot est peut-être pas complètement juste, mais ça se rapprocherait d'une plénitude. Un moment où il n'y a plus forcément l'esprit qui va te dire faut faire ça. Tu as un game plan, tu as une stratégie, et puis tu y vas. Et tu dis bah, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle passe, et ça apaise. Donc, j'ai eu la chance au travers de ça de découvrir plein de choses, de rencontrer plein de monde, d'avoir ma propre académie. Donc, maintenant, j'ai la chance de donner depuis pas mal d'années des cours de jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, un petit peu de MMA, etc. Mais cette notion-là de répétition, de cadre, de limite, de possibilité, etc., ça s'est vraiment développé par les arts martiaux. Et puis te dire, bah, y a des moments où tu fermes ta gueule, tu as mal et tu avances. Et c'est bien de te plaindre, mais ça ne va pas te changer ta life. Tu vois. Donc, il y a un moment ou un autre, bah, tu vas avoir mal pendant longtemps, tu sais que ça ne va pas être chouette, tu vas passer un moment de ta vie qui n'est pas cool, et bah, c'est pas grave. On est parti, et puis de toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait. On improvisera la réponse ou la solution a posteriori, ce qui fait que ça m'a donné plein d'ouvertures et j'ai osé faire des trucs que beaucoup de personnes n'osaient pas faire parce que justement, je me disais, c'est bon, on va pas épiloguer 10 000 ans, on y va, on teste et puis après, au pire, tant que tu n'es pas complètement détruit, tu devrais pouvoir te relever. Peut-être dans 3 jours, mais tu te relèveras. Donc, ça t'a donné un état d'esprit, une philosophie pour la démarche dans l'hypnose, a fortiori avec cette force de volonté, quoi, d'aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, quoi. Ouais, en fait, alors moi j'ai commencé très tôt.
On en parlait tout à l'heure, toi, tu as commencé gamin avec tous ces travaux-là. Moi, j'ai commencé avec le magnétisme, j'avais 12 ans, 13 ans, et je le faisais sur mes potes. En fait, j'étais allé à un stage de Yichuan, donc c'est un système chinois, où le petit prof, il montrait des techniques, ça ressemble un peu à du tai chi, mais là, je vais un peu, les mecs du Yichuan ne vont pas aimer ce que je dis, mais pour les gens qui ne connaissent pas, on va dire que c'est une forme de tai chi, d'accord? Un peu plus baston, mais tai chi quand même. Et à un moment, il y a quelqu'un qui se blesse, et le petit chinois, il commence à se concentrer un peu, mettre ses mains sur la blessure du gars, et le gars a moins mal. Bon, alors pour nous, hypno, maintenant, on peut se dire, super, on a de l'hypnomagnétisme à ce moment-là, on a du mesmérisme, on a tout ce qu'on peut voir. Il y a une suggestion, c'est un sifu, donc c'est un maître. On est dans un stage où on a confiance, donc on a un cadre de confiance. Le grand maître vient te voir, te dire, t'inquiète pas, tu vas aller mieux. Bah déjà, ça aide vachement. Hein. Il a mis ses mains, il y a du toucher, il y a bien sûr tout le rapport sensitif qui se met en place, tout le rapport énergétique si on est dans ces modalités-là, mais on a l'ensemble de la suggestion non verbale, tout simplement. Il n'avait pas besoin de parler français pour que ce soit OK. On n'a pas besoin de parler, on était sur la suggestion purement non verbale. Et la personne, c'est pas que ça a diminué le coup qu'il avait, c'est juste qu'il avait moins de douleur, donc on arrive en hypnoanalgésie, et le mec a pu finir, bon an, mal an, le séminaire, mais sans avoir vraiment… il ne pouvait plus poser son pied au départ. Et moi, je me suis dit, ah, trop cool, je veux faire ça. Donc, moi, je suis très pratique. Hein. Je vois un truc que j'aime bien, je me dis, je veux faire pareil. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais j'ai envie de le faire. Donc, j'ai commencé à me dire, bah, t'as fait comment? Il me dit l'énergie, le chi, blablabla. Je dis, oui, mais concrètement, t'as fait quoi? T'as posé tes mains et t'avais une idée, une intention, une couleur, un truc. Et j'ai commencé donc à faire ça sur moi en premier, parce que avant de faire sur autrui, on en parlait un peu tout à l'heure, mais j'estime qu'il fallait que je vois. Et vu que moi, j'avais mal tout le temps, bah, j'étais constamment en train de tester plein de trucs, ce qui me permet en fait de développer de l'auto-hypnose, de dire je suis en transe. Alors j'avais des symboliques après, des couleurs, après je lisais des choses, donc j'ai compris les symboliques des chakras, les symboliques de telle ou telle chose, tout ce qu'on va émettre derrière, tout le storytelling, et donc en gros l'ensemble des suggestions qu'on va se donner et qui nous parlent. Donc après, on a des triggers, on a des gâchettes qui automatiquement, je pense, coronal, ok, je sais que c'est apaisement, sagesse, connexion à l'univers, blabla. J'ai plus besoin de me dire tout ça. J'ai mon trigger physique qui va m'amener dans un état d'être et un état d'esprit. Et oui, en fait, le tout commence à prendre un sens par l'expérience. En gros, l'ensemble des références qu'on a pu cumuler pour nous à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à faire ça énormément. À peu près à tout le monde. En fait, on faisait du street basket, un gars tombait, je lui disais vas-y, je mets mes mains, on va voir. C'était pas mal interprété à l'époque. Hein. Et on va voir ce qui se passe. Et c'était marrant parce qu'avec des petits lascars et tout qui disaient ouais, vas-y, pas de souci. Il dit ouais, c'est ouf, j'ai plus mal au genou, j'ai plus mal à la cheville. J'ai moins mal parce que plus mal, je ne vais pas aller dans l'excès des trucs, mais il y avait des jolies choses. Donc de là, moi, je me suis beaucoup plongé dans ce côté très pragmatique, parce que je n'avais pas de professeur, j'avais rien. Moi, je testais tout. Je me disais, tiens, le café, si je mets ma main dessus, tiens, si je mets ça là-dessus, tiens, est-ce que je peux changer quelque chose, faire quelque chose? Et comme je te dis, j'avais la culture manga. Et ça paraît bête, mais c'est une suggestion. On a l'impression qu'on a des super pouvoirs potentiels. C'est Superman, c'est tous les héros actuels, quoi. Hein. Exactement. Mais tu vois, cette notion de te dire, tu peux tester, au pire, il ne se passe rien, et tu t'en fous. Et au mieux, il se passe quelque chose. Tiens, c'est curieux, pourquoi, etc. Et tu peux t'interroger. Et au fur et à mesure des années, j'ai croisé donc la psycho, l'hypnose, le développement personnel, l'hypnose, etc., la PNL, l'hypnose. Et au fur et à mesure, j'ai de moins en moins fait de travaux en magnétisme parce que je trouvais que j'arrivais à faire à du monde les mêmes feedbacks que quand je travaillais en magnétisme. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Est-ce que tout ça ne serait pas qu'une suggestion? On sait maintenant très clairement que le toucher, ça crée un ensemble d'éléments, on en parle beaucoup avec des potes kinés, ostéo, qui automatiquement, rien que le toucher, et c'est un nom, le sensitivo, je n'ai pas envie de vous dire de conneries, mais on sait que rien que le toucher va modifier les structures, va permettre aux personnes de sentir mieux. Donc, qu'on le veuille ou non, dans un principe de magnétisme, qu'on adhère ou pas au principe, à l'idée d'un fluide, rien que le toucher, on sait que c'est utile. Moi, au départ, j'arrêtais parce que je ne voulais plus influencer au travers d'une suggestion kinesthésique ou même d'un contact, d'une chaleur, d'une pression qui signifie plein de choses, qui a énormément de signifiants pour des gens. Et j'ai au fur et à mesure bien séparé
pour souvent recroiser, mais rarement en thérapie. Tu vois, en thérapie, je vais plutôt je fais de la psychopratique. Mon côté énergétique, en général, c'est ce que je propose gratuitement à distance à des gens. Tu vois, je ne vais plus le faire, je vais pas le faire moi dans mon monde d'accompagnement au quotidien. C'est pas mon cadre. Mais j'ai fait souvent des croisements divers. Donc, au fur et à mesure, moi, j'ai eu cette chance-là, via les arts martiaux, de découvrir un monde d'aide, d'accompagnement, à aller un peu mieux. Et de fil en aiguille, je suis passé sur le monde hypnotique, PNL, etc., où je me suis senti bien et très mal, parce que j'ai eu l'impression de retomber dans la guerre des arts martiaux. Genre, mon école est la mieux que la tienne. Ah ben ouais, mais moi, je peux faire un truc que tu peux pas. Ouais, mais moi, mon maître, il peut te tuer en 17 secondes 22. Ouais, mais mon maître, il a tué 15 personnes dans un ranch au Kansas, tu vois. Tu as toujours l'impression que tout le monde vit des trucs de fou, alors que concrètement, quand on se met face à n'importe qui, il n'y a jamais rien de ouf. Hein. Il y a des mecs super forts, mais c'est juste, tu le disais tout à l'heure, hein, on a tous le même cerveau, on fonctionne à peu près tous pareil. Moi, je n'ai pas vu de magie, je n'ai pas vu de trucs de dingue. Et vu que l'hypnose, il n'y a pas de baston, entre guillemets, hein, il n'y a pas de truc concret. Genre, ouais, mais moi, je fais ça, je t'envoie une vidéo, ouais, mais regarde, moi, j'ai fait ça. Oui, mais il y a tellement d'éléments qui sont à prendre en compte avant de dire c'est bien ou c'est pas bien, que ça m'a agacé, tu vois, d'entendre genre, ouais, mais moi, lui, il est mieux que machin, lui, machin. Oh, non, tape. J'avais l'impression de retomber dans les arts martiaux. Machin, il est plus fort qu'eux. Non, mais moi, j'ai appris par le combat que le seul truc qui pourrait nous mettre d'accord, c'est se bastonner. Or, là, on est dans l'esprit. On peut jouer, on peut argumenter, on peut avoir de la rhétorique et tout. Mais de toute façon, à la fin, on ne saura rien du tout. On restera toujours dans notre mindset et on restera par rapport à nos convictions et nos feedbacks d'expérience. Et donc, j'ai adoré l'hypnose et en même temps, je me suis vachement distancié, moi, du modèle qu'on a en France. Des querelles des écoles, quoi. Ouais, c'est pour ça que je suis parti beaucoup aux États-Unis. Je me suis dit, rien à foutre, personne n'en a rien à battre et ça me va très bien. Et dès que ça a commencé à faire, ouais, mais machin, je m'en tape. C'est pas mon problème. Christophe, par rapport à ça, il y a eu un moment où tu as écrit un livre, Crépuscule de l'hypnose, Ouais. et ça correspondait un petit peu à cette période-là, où tu avais commencé avant déjà Non, à ressentir. avant. En fait, Crépuscule de l'hypnose, je l'avais écrit en une journée. Ça me saoulait de. Tu sais, j'étais sur des forums comme tout le monde, je lisais les trucs. Et je me dis, mais attends, il y a des mecs qui ont à peine plus d'expérience qu'un autre qui va commencer à jouer le gourou, tu vois, à dire je sais tout, etc. Et puis, il y avait en amont, tu vois, je me disais, c'est pas l'hypno, c'est pas le jeune hypno ou le plus ancien qui est forcément fautif. Après, il faut qu'on se pose toujours des questions à savoir ce qu'on fait mal. Mais ce qui m'a posé une question, et c'est pour ça que j'ai écrit ça, c'est les formations. J'ai pensé réellement, et je le pense encore, qu'on ne forme pas correctement parce qu'on veut former vite. Parce que tout connement, il y a un truc qui s'appelle l'argent et le business. Et que, on me disait tout à l'heure avec Lancelot, pour moi, tu peux former une personne à faire de l'hypnose en une demi-journée. Une induction, 3 suggestions et 2 pré-tests. Allez, on n'en parle plus. Et encore, quand je te dis une demi-journée, c'est qu'on a pris notre temps pour expliquer l'histoire de l'hypnose. Toi, tu fais faire ça à un gamin, tu lui dis, tu fais ça sur ton autre pote, ça marche. Par contre, devenir praticien, parce que je ne vais pas utiliser le mot thérapeute, que je trouve, que j'estime que nous, si on n'a pas un background derrière, il est un peu abusé. Praticien, c'est très différent. Parce que il faut, c'est pas juste super, allez, slip, blablabla, bla, 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 bla. Maintenant tu te sens bien, et puis je vais te faire une jolie métaphore où simplement tes 2 parties vont se réunir et tu vas sentir qu'à mesure que ces 2 parties se réunissent, le mal de la 3e partie qui n'est pas encore présente est en train de revenir, tout en faisant une saturation, confusion et en speedant. La personne va faire ah ouais, je me sens mieux, super. Mais ça, c'est du blabla. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien sûr, dans le fonctionnement, c'est cool, mais il y a plein de psychodynamiques à prendre en compte. Il y a plein d'aspects psycho qu'on a niés en hypnose. En gros, on dit, oui, mais on n'en a pas besoin parce que le subconscient sait. Ouais, mais les gars, c'est quoi le subconscient? Comment on l'a défini? Comment Jeannet l'a défini? Comment les gens vont le définir? Qu'est-ce que ça ramène? Qu'est-ce que c'est une psychodynamique? Qu'est-ce que ça emmène? Et tu vois, tout le travail qu'il va y avoir autour, on ne le fait pas. Parce que d'une part, parfois, on n'a pas les connaissances. On manque de culture profonde de l'hypnose. Tu as des courants où les gens n'ont jamais entendu parler d'autres personnes que de ce courant-là. Et là, je prends aussi bien aux US qu'en France. Hein. Tu as des Hellmaniens, Erickson, pour eux, ils apprennent ça en un week-end, tu vois. Ils disent, oui, j'ai été formé en ericksonien.
Ouais, c'était comment? Bah, j'ai fait 2 jours. C'était une option. Enfin, d'un côté comme de l'autre, tu as plein de choses qui ne sont pas cohérentes. Et on ne prend pas le temps. Et on laisse sur pas mal d'éléments un peu magiques parce que ce subconscient / inconscient en fonction des sémantiques n'est pas correctement défini. Et ça nous permet, nous, en fait, de jamais s'engager réellement en tant que praticien. Et là-dessus, moi, ça commençait à me saouler de voir qu'on nous disait que les gamins, ils galèrent à des classes de 20 et que nous, on est 80, 100 dans certaines formations. Que les gars te donnent un papier, ils n'ont même pas testé, que personne ne va faire des thérapies. Enfin, combien de gars, moi, j'ai rencontré qui n'ont même pas fait une thérapie alors qu'ils sont thérapeutes, mais qui vont dire, oui, mais je travaille en auto-hypnose. Mais t'es gentil, mon pote. Mais auto-hypnose, ça ne veut pas dire que tu es en train de faire une thérapie. Tu vois, et tout ça, en fait, au fur et à mesure, je me dis, mais on est en train de vendre un business et on n'est pas en train de vendre du mieux-être potentiel pour les gens ou des choses qui peuvent ouvrir vers du positif vers les gens. Tu vois, c'est plus dans ce contexte-là, moi, que je l'avais écrit, plutôt que de dire, il y a des guéguerres de trucs. Moi, j'étais le premier, quand j'ai commencé à mettre en avant vachement Hellman, à dire, ouais, mais nous, on va beaucoup plus vite que les Ericksoniens. Voilà, j'étais ultra taquin, j'attaquais dessus, etc. Mais j'avais étudié Erickson, j'avais fait de l'Ericksonien, j'avais fait de la PNL. Donc, derrière, ce n'était pas juste de la critique comme ça, c'était, je l'ai vécu et j'étais en désaccord, mais parce que par rapport à mon énergie, ce n'est pas le système qui est mauvais, c'est moi qui, dans mon énergie, ne me retrouvais pas dans son système. Donc, tu vois, c'est plus dans cette notion-là que j'avais écrit ça, où je trouvais qu'on ne s'est pas assez investi sur la notion d'enseigner l'hypnose, d'enseigner de l'histoire, d'enseigner derrière de la psycho. Parce que ça a beau être la grand-mère de tout le monde, c'est bien de savoir ce que c'est des notions de psycho de base, comment fonctionnent les psychodynamiques, comment fonctionnent des parties, pourquoi après on peut voir tout ce qui est psychopatho, etc., mais sans dire qu'il faille faire de la psychopatho, c'est voir un ensemble d'éléments pour comprendre quand tu as quelqu'un qui est en souffrance en face de toi, ce que tu peux aider, ce que tu peux peut-être ne pas aider, parce qu'il y a aussi tout ce principe de toute puissance, surtout qu'on peut avoir au départ à se dire « ouais, mais ça a marché, j'ai eu plein de gens, ok, on en parle dans 5 ans, mon pote. Détends-toi, respire. » On verra sur 50 patients, qu'est-ce que tu donnes. Et tu vois, c'est plus là-dessus où je me suis dit, on manque parfois d'humilité complètement. Quand on enseigne, et moi le premier, il y a plein de fois, je sais que c'est pas bien ce que je fais, où je me dis, j'aurais peut-être dû plus appuyer là-dessus, faire plus attention à ça. Alors moi, je suis très anti-magie, donc souvent je dis non, on revient sur des basiques, viens sur des trucs très très simples, etc. pour dire, ok, mais là tu l'as fait pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tiens, demande à ton partenaire, il se passe quoi? Pour justement corriger, comprendre les dynamiques psychiques, etc. etc. Et tu vois, ça c'est un peu, aujourd'hui, moi, je trouve ce qui est dissonant dans notre monde de l'hypnose, où, soyons sincères, en 1 mois et demi, tu as formé quelqu'un officiellement pour être thérapeute / praticien. Ça me dérange. Mais j'ai été formé comme ça. Et quand je vais aux US, tu as yes, tu as ton 7 days training and you will be the best one et tout. Ouais, c'est ça, t'es gentil, chouchou. Je sais hypnotiser si la personne ferme sa gueule et n'a pas trop de problèmes, tu vois. Puis je préfère qu'il ferme sa gueule, parce qu'on ne va pas non plus créer des problèmes. Mais on le sait, ça reste quand même, et ça, il ne faut pas s'illusionner. Il y a une machine à cash. On l'a vu, Lancelot, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais, où tu as vu le début, quand ils ont commencé à nommer un peu les styles et les orientations. Regarde, entre 2000 et maintenant, regarde les centaines d'écoles, regarde les écoles, la taille qu'elles ont, l'influence qu'elles ont. C'est à la fois génial et ça fait flipper. Tu dis, wow, mais qu'est-ce qu'on enseigne en fait? Sachant qu'en plus, chacun fait ce qu'il veut. On est complètement libre. Voilà, je viens d'avoir un certif l'année dernière de Development Institute. Ouais, mais j'enseigne ce que je veux. Ils me disent, oui, bon, t'enseignes l'enseignement d'Hellman, super, mais je le fais à ma manière. Oui, mais donc ça veut dire quoi? En gros, je pars en freestyle et je parle de dev. Je dis, il a fait ça. Regardez, on va apprendre l'induction d'Hellman, super. C'est quoi? Les choses, dans quelle bulle, quelle orientation, pourquoi? Qu'est-ce que ça va amener? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est accompagner l'autre. Comment je vais accompagner la personne en face de moi? Quand tu penses qu'il y a encore des moments où je vais dans des séminaires et quand il y a des émotions un peu trop fortes, on dit attention, c'est une abréaction. Vas-y, il y a 3 alarmes et demie, la personne elle est juste en souffrance. Oui, dissocie là, en cas où elle reste d'avoir trop mal. Mais détends-toi, ça va. Le mec, il vient de vivre une vie de merde et tu crois que tes 30 minutes d'hypnose vont te bousiller ad vitam aeternam. T'es sérieux, quoi?
Ah oui, mais non, mais tu le refais souffrir pour rien. Mais non, on ne le fait pas pour rien, on le fait pour qu'à ce moment-là, il devienne acteur, qu'il puisse décider, orienter, suivre une suggestion, contrarier quelque chose, aller dans un recadrage. On n'est pas en train de faire ah, je te fais mal pour te faire mal. Mais tu vois, genre, nos partenaires sont en sucre. Oh, pauvre petit loulou. Hein. Ouais, excuse. Oui, oui, est-ce que tu peux développer le travail que tu fais actuellement en rapport avec la méthode Silva? Ok, alors là, on est sur un autre plan. On est sur un autre plan, c'est la suite. Ouais, Marc, tu voulais dire un truc? Ouais, je reviens, j'en profite. Ouais, Tu vas-y, parlais par rapport aux formations, tout ça. Toi, tu serais pour une législation en quelque sorte? Alors, moi déjà, je serais à la base, quand j'ai écrit ce truc-là, après, je me suis dit, tiens, je vais faire un test. Je vais proposer une formation entre 3 et 5 ans pour voir s'il y avait des gens qui seraient potentiellement intéressés. On est bien d'accord que ça coûte un bras et demi hein, si on fait sur 5 ans. On est tous d'accord que c'est très compliqué. Mais c'était plus pour la philosophie. Tu vas te dire, est-ce que toi, jeune hypno, tu es prêt à te faire former en 3 ans, hein, ne serait-ce que 3 ans, alors que tu peux avoir une formation de technicien, praticien en 1 mois? Bah, bien sûr que non, parce que ça te coûte un bras et que en fait, tu es passionné, mais pas trop. Mais parce qu'en fait, tu n'es pas ouvert à ça. Hein. C'est juste qu'on a dit non, mais l'hypnose, c'est faire ça, il faut que la personne soit comme ça. Hein. Mais je pense que plus on a pris d'expérience, et là, il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres, plus on se rend compte que le kiff de l'hypnose, c'est d'aller découvrir tout ce qu'il y a autour, l'exploitation de la transe, comment je vais travailler psychologiquement avec quelqu'un qui est traumatisé, un vrai trauma, mais qui a vécu un PTSD, quelqu'un qui a eu malheureusement des contraintes X ou Y, etc. Plus que, ok, maintenant je vais te faire quelque chose où tu vas te sentir super bien, la vie est trop belle, youpi. Non, on s'en fout de ça au bout d'un moment. Donc, pour revenir à ta question, ouais, tu vois, moi, je suis alors, ouais, c'est compliqué parce qu'on sait très bien qu'une législation sous-entend qu'on va être dans un cadre qui va limiter un ensemble de capacités de production et automatiquement, ça peut mettre à mal pas mal de liberté et de possibilités. Il y a des années, vu que j'étais en contact avec pas mal de monde, je suis rentré pour aider certaines personnes à développer certains, on va dire certaines associations qui voulaient créer des normes sur pas mal de choses. Et j'étais le seul qui était helmanien. Donc, il y avait une tendance helmanienne, on va dire. Parce que helmanien, je ne peux même pas me considérer comme helmanien. C'est la tendance que j'aime, que j'affectionne, mais ma manière de bosser est tellement différente de ce que faisait Hellman que je ne peux pas me dire être helmanien. Donc, j'ai une tendance helmanienne. Sauf que j'avais que des copains de tendance ericksonienne. Donc, dès que je disais, ouais, mais dans les trucs de base, il faudrait ça, on me disait, mais non, on n'en a pas besoin. Ce qui, moi, pouvait me sembler hyper important, un copain en indirect allait dire, non, mais on s'en fout. Parce qu'on n'a pas la même façon, la même approche de l'accompagnement. Parce qu'on n'a pas les mêmes feedbacks, parce qu'on n'a pas travaillé de la même façon. Admettons, tu dis, il faut au minimum arriver au niveau somnambulique sur l'échelle de Harons. D'accord ? Tu arrives à un niveau 4 sur l'échelle de Harons. Donc, on va dire analgésie. Et à partir de là, je commence ma session d'hypnose. Il y en a plein qui vont dire, mais c'est quoi l'échelle de Harons ? Pourquoi tu veux arriver à ce niveau-là ? Mais non, mais on sait que les suggestions passent à des niveaux plus légers. Oui, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. On sait simplement que ce niveau-là est optimum pour le passage des suggestions. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une optimisation. Mais juste ça, t'imagines sur un débat aussi simple que ça. Il y a beaucoup de divergences là-dessus, serait-ce que là-dessus déjà. Ouais, puis alors après, tu sais, après on pourrait revenir sur encore plus basique. Est-ce que c'est étatique, non étatique ? La base, oui, est-ce que les profondeurs ont du sens ? Est-ce que ça existe les profondeurs ? Quand tu vois, en fait, tu reviens sur le philo. Donc, il faudrait décider de se dire, c'est comme ça. Si on prend par rapport à ce qui existe actuellement, c'est-à-dire que la seule hypnose qui est reconnue, c'est l'hypnose dite médicale, qui est donc d'obédience néo-ericksonienne et qui est donc orientée d'une certaine façon, mais pas du tout psychothérapeutique. Les néo-ericksoniens de l'hypnose médicale, c'est plus pour l'hypnoanalgésie, l'hypnosédation, même eux, c'est même pas de l'analgésie, c'est de l'hypnosédation, et aider quelques aspects problématiques, des peurs, etc. Mais ce n'est pas des psys, ce n'est pas des psys accompagnants. C'est des hypnotistes qui utilisent l'outil, alors que pour moi, on est dans une discipline. Est-ce qu'on définirait l'hypnose comme un outil ? Donc, c'est de l'hypnose ou de l'hypnothérapie, et dans ce cas-là, on est dans une thérapie, un accompagnement, donc une structure avec une logique qui va du début à la fin avec des logiques comme je disais, systémiques, des logiques pathologiques, des logiques de fonctionnement par rapport à pas mal de choses. Rien que ça,
ça va être super compliqué. Parce que s'il y a une législation, elle viendrait de ce qui existe déjà. Elle va englober, elle ne va jamais pouvoir prendre en compte tout. C'est un peu, peut-être un peu comme au Canada, tu vois, diviser en quelque sorte, par exemple, interdit aux régressions, etc., pour les thérapeutes, on va dire. Oui, mais tu vois, moi, interdire une régression, c'est pour moi l'outil de base de l'hypno. Un hypno, à chaque séance, il devrait faire une régression. Qu'importe, hein, que ce soit une régression spontanée, une revivification spontanée ou que ce soit structuré. C'est tellement pas ouf une régression. Tu dis, ouais, tu te souviens la dernière fois que tu as eu machin et que tu as senti ça. Oui, j'étais dans le train et je me sentais super mal. Oh, tu me dis ça me rappelle une fois quand j'avais 5 ans. Ouais, voilà. Ouais. Et j'ai même pas fait. Et tu vas remonter dans le temps, un abattre. Donc, dire que ça peut être interdit, t'imagines? Ah non, excuse-moi, là, tu viens d'avoir un lien de cause à effet sur ton passé et ça risque de devenir dangereux parce que c'est pas dans le cadre de l'accompagnement que je peux te faire. Dur. Mais à la limite, je pense qu'il faudrait mieux cadrer, tout simplement pour pas que ça parte trop en couille. Parce que on sait que maintenant, tu vas même sur Groupon, tu peux t'acheter ta formation online. Personne n'a jamais à regarder hormis 3 écrits et demi, et puis il va dire, vaille mon pote. Tu avais fait le test il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, l'année dernière. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, exact. Tu es en train de me ramener un truc. J'avais acheté un truc en PNL et en hypnose d'un Anglais qui vendait ça 7 €, 7 $. Bref. Et je m'étais dit, alors ça donne quoi? Et franchement, son cours est bien. Mais, parce que c'est un vrai cours qu'il a filmé. Donc lui, en fait, dans sa logique, c'est en gros, je te file le cours et vu que vous allez être super nombreux à payer 7 balles, je vais me faire plein de sous. Par contre, donc c'est super, mais parce que moi, a posteriori, je m'en rends compte en ayant fait pas mal de cours. Donc, ça, c'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'on est des personnes qui allons prendre du temps à accompagner des gens en souffrance. Si tu ne fais pas de session, si tu n'as pas quelqu'un qui dit tiens, là, moi, je m'orienterais plutôt là, pose cette question, tiens, là, regarde, il vient de se passer ça, qu'est-ce que tu as remarqué? Toi, un accompagnement. C'est comme pour un combattant, faire que du shadowboxing, tu combats dans le vide. Ouais, c'est bien. Supervision, en fait. Hein? De la supervision. Ouais, de la supervision, mais tu sais, une forme il faut un accompagnement. Il faut à minima un accompagnement. Te dire, montre-moi des séances, montre-moi ce que tu fais. Parce que la théorie, c'est facile, on n'a pas besoin même de formation, je prends des bouquins. Serait-ce que la psychopathologie devrait être en quelque sorte obligatoire? C'est rien en soi. C'est rien, c'est une entrée en plus. Ouais, puis c'est intéressant, même si nous, on ne l'utilisera pas. En fait, ce qu'il nous faut, c'est une culture. Bien sûr. On manque de culture. Il y a des moments, tu parles de transfert, tu vois, quand tu lis encore plein de choses qui disent ouais, mais en hypnose, il n'y a pas de transfert. Mais vas-y, j'ai envie de te mettre un coup de tête, quoi. Il n'y a pas de transfert. De quoi il n'y a pas de transfert? Ouais, mais non, parce qu'en transe, il se passe. Mais de quoi tu parles? Le moment où tu as dit bonjour, il y avait un transfert. Il n'y a quasiment que ça du transfert. Bien sûr. Donc, l'exploitation du transfert, qui est une exploitation d'une transe. Qu'est-ce que tu fais de la transe du partenaire? Est-ce que tu l'exploites pendant la session? Est-ce que tu ne l'exploites pas? Est-ce que tu recadres au travers de toi-même ta posture que tu vas décaler pour lui créer une suggestion indirecte dans le transfert? Toi, tu as plein de choses d'un point de vue stratégique à faire. Mais si tu nies dès le départ, mais non, mais le transfert n'existe pas en hypnose. Oh, mais vas-y, il va crever, tu vois. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Tu deviens dangereux pour la personne. Il n'y a pas de transfert. Ah bah oui. Là, tu n'es pas en train de te soigner, toi. Et ça passe crème. Et tu vois, c'est là où je te dis, ça demande de la maturité. Et la maturité, c'est les anciens qui nous le filent. Quand tu penses qu'il y a parfois des personnes qui supervisent, qui viennent juste de finir leur formation. Non, mais ça me rend ouf. Depuis quand c'est comme si tu me disais, bon, voilà, ton nouveau coach de boxe ou de jiu-jitsu, le mec, il a fait un combat dans sa vie. Mais genre, c'est son premier, il n'a jamais rien fait d'autre. Il a 1 an et demi de cours, et encore. Non, il vient de faire une formation de 3 semaines et tu fais faire un combat contre un tocard. Et après, ce mec-là, il te donne des cours. De quoi tu parles? T'es malade ou quoi? Mais ça ferait chier tout le monde. Mais là, nous, crème, ouais, t'inquiète, il a fait les 2 mois de formation il y a 1 mois. Ouais, et ce mec-là, il va superviser. Dans certaines grandes écoles qu'on ne citera pas, on n'est pas pour ça, mais il y a des élèves qui ont fait 6 mois j'allais dire, d'entraînement de cabinet et ils deviennent profs dans ces écoles. Oui, mais tu vois le problème, c'est que voilà, si on reprend tout à l'heure, pour moi, les arts martiaux, ça m'a ramené dans le concret. La bagarre est rien de plus concret. Là, je vous parlais du côté un peu sympa sur les rings et tout, mais moi, j'étais un crétin, donc je me battais dehors parce que j'avais besoin de savoir si ça marchait. Et c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. Faites pas ça dehors. Mais dans l'idée,
il nous faut du concret, il nous faut un retour dans la vie et de se dire, OK, je suis allé en cabinet, j'ai reçu du monde, tiens, c'est pas si simple que ça, tiens, bah là, la théorie qu'on m'a expliquée, c'est sympa. Je sens que je ne vais pas m'en sortir avec ça. Dire à quelqu'un, bah, tu as la théorie, tu vas enseigner cette théorie à quelqu'un d'autre, c'est un vrai problème. Donc, dans tous ces trucs online, que moi je trouve de mieux en mieux, hein, très clairement, il y a des trucs qui se font super bien, mais comme disait Richard tout à l'heure, la notion de supervision, la notion d'être ensemble pendant un laps de temps pour travailler. J'ai fini là il y a quelques mois, j'ai refait la Milton Erickson Institute de Phoenix. Attention, on blague pas, là, on est avec les tops du top. C'était nul, mais il y a eu plein de trucs qui étaient pourris. Alors après, les profs, il y a des profs qui sont Langton, il est incroyable. Zeg, c'est un monstre, mais très peu de pratique. Et les pratiques, elles se faisaient sous Zoom, d'accord? On était comme ça. On nous mettait par 6, et après, je devais faire une partie du truc, toi, tu faisais faire une partie, et ainsi de suite. Et à la fin, on te file un certif de la Milton Erickson Institute de Phoenix, en gros, l'école mère centrale de l'hypnose ericksonienne au monde. Comment dire? J'irai pas te voir. Non, vraiment, j'irai pas te voir. Tu fais flipper. Et là, on n'est pas en train de parler d'un petit truc. Pourtant, on avait des monstres. Zeg, quand il faisait une présentation, quand il faisait la présentation, c'était pas toujours hyper vivant, mais ça, après, chacun son rythme, puis il a un certain âge. Par contre, quand il faisait des démos et qu'il commençait à se lâcher un peu, tu fais « Ah ouais, c'est ça qu'il faut qu'on voit. » C'est ces choses-là, se dire « Waouh, là, il a fait quoi ?» C'est énorme. Là, son recadrage, il est monstrueux. C'est ça il y a un moment, il faut du vécu. Et il faut qu'on soit face à quelqu'un. Faut qu'on galère pendant nos séances. Faut qu'on galère. On va avoir de la galère. C'est même pas qu'il faut. Le fait qu'on soit des néophytes et qu'on commence, ou même moins néophytes, il y a des moments où on est là face à quelqu'un, on se dit ouh, ça va être chaud. Et on se dit, je suis en sécurité parce que les gens autour de moi, ils ont de l'expérience, ils vont reprendre la main, etc., etc. C'est ça qui va donner du sens. Donc, vouloir alors toujours pour reprendre ta question, Marc, mais vouloir créer un standard national, ça peut être cool, mais, et là je vais être encore un peu connard, est-ce que vous avez vu le niveau des cours qui sont proposés aujourd'hui aux aidants? Ah oui, aux soignants. il est médiocre. C'est ça. Il est clairement. Déjà, l'hypnose en France, elle est médiocre en soi. Voilà. Clairement, on va pas se mentir. L'enseignement, en tout cas global, il est médiocre, mis à part quelques crèmeries comme chez toi, à droite à gauche. Mais sinon, voilà, c'est pas forcément de l'hypnose ce qu'ils font. C'est du rêve éveillé, de la sophrologie. On va pas se mentir, on le sait de toute façon. Alors, c'est en train de changer, tout ça, apparemment. Ça bouge quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui font de l'elmanien, etc. Mais les soignants, c'est pas de leur faute. C'est juste qu'ils sont formés sur 2 jours et ils n'ont pas le temps une fois sur le terrain. Mais même tout le DU, tu vois, moi, j'ai des copines qui ont fait le DU, qui me donnaient des retours de cours, qui me donnaient des retours en live des cours, qui posaient des questions et le gars me disait non, mais ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas. Non, mais ça, on ne peut pas le faire. Je dis, bah déjà, mettez des gens qui, à un moment donné, sont compétents dans leur cheminement et pas simplement des gars qui ont un nom et une renommée en tant que professeurs, mais qui ne sont pas des hypnotistes, qui ont appris l'hypnose, là encore, mais pas assez pratiqué. Donc, ça voudrait dire qu'on va se faire former potentiellement par des gens qui n'ont pas les compétences de nous former. Mais parce qu'il y a un statut, un diplôme, un truc, ils vont être formés. C'est dommage. C'est dommage. Donc, je vais te poser une question par rapport à la formation que tu as faite chez Erickson. On a eu un live il n'y a pas très longtemps avec Teresa Robles et qui nous a expliqué que l'essentiel de la pratique d'Erickson, c'était du chamanisme. Est-ce que tu as ressenti ça dans… Non. Zeg, dans sa manière de faire, hein, tu sais, celle qui a beaucoup travaillé ça, c'est Elisabeth Erickson, donc la fille de Milton, qui a dit à un moment ou à un autre, son père est un chaman. Ce que Zeg a moyennement validé. Zeg, en fait, c'est un gros psy. Et tu vois vraiment qu'il utilise l'hypnose comme un outil d'entrée pour son travail psycho. Donc, chez la Milton Erickson Institute, c'est ouvert que à des personnes qui sont officiellement en cours de psycho ou psychologue ou médecin. Et ils sont orientés vers cette dimension complètement psycho
Mais vraiment, hein, tu sens que quand tu le vois bosser, c'est vraiment un psy qui est en train de bosser avec vraiment… alors, en plus, il faut bien voir que Zeg estime que l'hypnose est un outil de communication pour permettre une ouverture vers de nouvelles choses. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un truc où il va ramener de notions chamaniques, ésotériques, spirituelles. Pas du tout. Tu vois, sur l'année que j'ai suivie avec eux, parce que ça a duré sur un an, jamais tu ressens ça. Donc, je sais que j'avais lu pas mal de choses, et notamment que sa fille avait dit mon père était un chaman. D'ailleurs, on a beaucoup joué avec The Wizard of Phoenix ou je ne sais plus quoi. On en parlait d'un sorcier, tu vois. Donc, effectivement, il y a cette ambiguïté-là, mais chez Zeg, il y a zéro ambiguïté. Chez Langton, je vais tenter de me faire sa formation, je vous ferai le débrief au fur et à mesure, mais Langton, qui est aussi un des derniers à avoir été beaucoup avec Erickson, pareil, hein, tu sens que le mec, c'est psycho. Donc, pas du tout cette notion-là. Ouais, Richard, tu voulais dire quoi? Mets ton micro, Richard. Voilà. Et je retire la main. Je suis assez d'accord avec toi au niveau des écoles de formation, mais il y a toujours un côté, comment dire, apprendre. Et tu te rends compte un petit peu comme le permis de conduire, c'est pas parce que tu as le permis de conduire que tu sais conduire. Il y a ce côté après de ce que je trouve de génial, en tout cas, même tu vois, avec ce qu'on a eu avec le Covid, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques, d'entraînement qui sont mis en place, des ateliers Zoom, des échanges, comme on est en train de vivre là, et ainsi de suite, avec plein d'informations et de pouvoir discuter avec différentes personnes, avec ce côté en tout cas où peut-être à certains endroits, il y a, on va dire, les sachants et puis vous ne savez rien quoi que ce soit, et d'autres qui ont vraiment envie d'apprendre, d'aller rechercher des informations, de partager un petit peu les différents ressentis et de voir qu'effectivement une réaction qui arrive ou quoi que ce soit, ben, ok, l'information arrive et on est là en tout cas pour accompagner la personne. Et je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que je pense que par rapport aux années précédentes, les choses évoluent, en tout cas. Et si on souhaite avoir les informations, on a à l'heure actuelle quand même pas mal de moyens pour faire en sorte de ne pas se sentir seul. Et ce que je vois, c'est que ces écoles donnent des outils, hein, mais dans notre pratique du bien-être et ainsi de suite. Sauf que les gens, c'est pas parce que tu sais pratiquer que tu vas arriver à en vivre. Il y a ce côté un petit peu d'être chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, quoi que ce soit. Et là, après, c'est la grosse banane, la grosse désillusion, où on te dit éventuellement, ben, suis cette formation complémentaire et suis encore une autre formation, et ça ira mieux. Les personnes vont investir, et j'ai vu des gens dépenser des milliers d'euros, ne pratiquer jamais. Et en fait, ça a été de l'information plus que vraiment du côté pratique. Et puis voilà, donc les choses évoluent quand même. Il y a des choses assez positives là-dessus. Il y a toujours une porte d'entrée, mais ce n'est pas suffisant effectivement pour pouvoir continuer par la suite, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je reviens sur le premier point. Je pense que c'est pour ça qu'il faudrait 2 ou 3 ans de formation. Ça ne veut pas dire qu'il va tous les mois ou autre. Après, à la limite, tu pourrais même dire ouais, tous les mois, 2 jours. Mais cette notion où tu laisses digérer les gens, pratiquer, et on se revoit et on fait quelque chose en complément. Tu vois, pour moi, c'est à ça que sert une formation. C'est que ça nous permet aussi d'être purement pratique. Alors après, je vais te donner moi mes feedbacks par rapport à ça. J'avais fait plein de tests parce que tu vois, n'étant pas d'accord sur certains trucs, je me dis bah allez, on va proposer du temps entre chaque semaine pour que les gens pratiquent. Et moi, je demandais des vidéos. Je disais, m'en fous, tu as une semaine, tu me fais des vidéos. On s'en fout de le truc. Et je vais corriger les vidéos. En tout cas, je vais donner moi mon point de vue par rapport à ce que je connais aujourd'hui. Et ben, le truc, c'est que petit 1, j'étais halluciné de voir que mes apprenants ne le faisaient pas. Et ils me demandaient à la dernière semaine, le dernier jour, genre, ouais, Pank, tu pourrais nous corriger des trucs. Donc, même quand tu offres la possibilité de pratiquer, il n'y a pas forcément la pratique. Donc après, tu vois, il faut cogiter. Moi, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait passer, mal transmis, parce que je pense réellement que justement, cette notion de pratique, elle est essentielle dans notre apprentissage. Apprendre pendant 1 mois, 2 mois, des choses, c'est bien, mais il y a un moment, un autre, monte sur le ring, va mettre les gants, va lutter avec le gars. Et vois. Et après, tu reviens, et d'un coup, tu as quand même quelque chose qui dit ouais, alors ça, j'ai pas tout à fait compris. Tu vois, on reprend. Ou ça, j'ai compris, mais tu vois, là, c'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les questions deviennent plus pertinentes. Il y a une maturité qui se met en place. Et tu n'es que sur du concret. OK, là, on refait le truc. On a ta vidéo. Regarde, là, qu'est-ce que tu as fait? Pour quelle raison? Où, quand, comment, pourquoi? Cette notion, pour moi, c'est ça l'enseignement. Tu sais, comme quand on était à la fac ou dans les écoles ou sur plusieurs années,
quand les gens suivaient, quand on avait une formation qui suivait. On a vraiment ce truc qui se met petit à petit, step by step. Parfois, on va aller trop vite. Je te donne trop de choses. Moi, le premier, il y a des moments, j'ai vu à certains séminaires, au bout de 3 jours, j'ai perdu les gens. Vraiment, ils sont tellement en transe. Et je fais, putain, le con. Et tu sais que c'est mort. En fait, ils ne vont plus rien intégrer. Et tu dis, putain, j'ai trop donné, trop rapidement. On a fait trop d'exercices rapides. Il y a cette difficulté à ressortir de la transe. Donc là, ils sont saturés. Et tu dis, ah, merde, pas bon. Tu vois, je pense qu'il y a un travail de péda. En reprenant vraiment les enseignants, un travail de péda qui n'est pas forcément enseigné. La péda, ça s'apprend. Ça paraît tout con, hein, mais tout le monde n'est pas bon prof. Et tout le monde peut le devenir parce que ça s'apprend. Tout le monde peut apprendre à avoir une pédagogie, mais c'est une pédagogie d'hypnopédagogie, entre guillemets. C'est à nous, avec la prise en compte des trans, la prise en compte des dissociations, la prise en compte de la fatigue, la prise en compte du rythme, des retours, du vécu, de réussir à faire un cours qui permet d'intégrer, en tout cas, de toucher du bout des doigts, prendre l'information, de commencer à pratiquer dans un cadre sécure, de commencer un peu à l'intégrer, d'aller chez toi, d'avoir plusieurs semaines, de tenter de le mettre en pratique, de revenir avec ça, de redonner le contenu et de retravailler ce contenu-là. C'est long, c'est chaud, et là encore, ce n'est pas forcément ce que beaucoup de personnes qui enseignent veulent faire. Soit ils veulent avancer et débiter level 1, level 2, level 3, level 6, level 22. Tu vois. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, on a plein d'infos. Le truc, c'est toujours la pratique. Moi, je pense vraiment que il y a quelques années, je faisais ce que j'appelais les week-ends des anciens. Enfin, je disais à tous les anciens, on se barre pendant 2-3 jours, on louait une grande maison et outre le fait de tous les patterns qui jouaient pendant le week-end, t'imagines bien, il y avait la journée des rappels de cours et le 3/4 de la journée, c'était que de la pratique. Ce qui était cool parce qu'on pouvait se corriger, se voir, se dire tiens, on peut faire ça, tiens, j'ai fait ça, mais là, je n'ai pas géré, là, il m'a balancé quelque chose et je suis dans un rapport contre-transférentiel et je me sens super mal depuis, blablabla. Et ces moments de pratique, ils étaient épuisants. On finissait les 2 jours complètement à l'ouest, en train de se marrer pas tout le temps parce qu'on était complètement barrés. Mais il y avait ce côté à dire régulièrement, tous les trimestres ou tous les 6 mois, on regroupe les gens et on fait pratique, pratique, pratique. Dès qu'il y a des questions, on se pose, cadre théorique, boum, on retourne pratique, 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 etc. Et tu vois, je pense que c'est ça qui est le cœur de notre discipline, c'est cette pratique, c'est mettre les gants, aller à la lutte, y aller et puis ressortir et se dire, OK, c'est quoi le feedback? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Et tu as un enseignant, entre guillemets, un collègue, quelqu'un qui sait, ou peut-être sur le thème, tu vois, on fait les régressions, qui peut dire, OK, là, les gars, j'ai vu ça, il y a eu ça, ça, bon, on va reprendre. Regardez, là, tu aurais peut-être dû faire ça. Tiens, là, ici, pourquoi tu as fait ceci, cela? Et ça redonne consistance au vécu de l'instant et pas trop a posteriori pour faire grandir la maturité thérapeutique, la maturité stratégique des personnes qui sont là. On a quelques questions, Marc. Faites comme si… tu peux poser les questions? Oui, je disais à Pank. Faites comme si jusqu'à temps que vous y arrivez, en quelque sorte. Enfin, moi, en tout cas, en street, je me suis toujours dit ça. Tu vois. Dès le début, la force de la street, que n'a pas, et c'est pour ça que moi, à tous les apprenants, qu'importe le style qu'ils vont choisir, allez faire de la rue. Allez dans la rue. Parce que derrière, vous répétez. Vous n'allez pas faire de la thérapie. Et n'en faites pas. Malheureusement, il y a des moments, il y a des petits trucs qui se passent, mais n'en faites pas. Par contre, vous avez des personnes. Vous avez, alors le mot, il peut peut-être déplaire, mais vous avez un matériel qui est là. Vous avez un matériel et vous pouvez travailler avec bienveillance, attention sur ces personnes-là et voir, OK, là, j'ai été OK, là, j'étais pas OK. Tiens, il y a eu ça comme réaction, tiens, je ne m'attendais pas, etc. Et vu que souvent, alors, si vous le faites en groupe, c'est mieux. Les personnes peuvent vous dire, ah ouais, mais tu vois, là, tu aurais peut-être dû faire ça, etc. On évolue assez vite. Et là, on a du feedback dans le réel, dans le concret. Oui, on n'est pas en thérapie. On n'est pas dans un process d'accompagnement. Ça, il faut le faire par moment, je te dis en groupe. Alors après, il faut voir comment c'est jouable, mais mettre un principe thérapeutique. Dans le principe de détente, de plaisir et ludique, la rue, pour tous les hypnos, ça devrait être un module obligatoire pour obtenir son certif.
Pour moi, si tu ne Clairement. fais pas de rue, il te manque quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu kiffes la rue. C'est juste un module comme un autre. Comme tu peux ne pas particulièrement aimer faire le pré-talk, par exemple. Bon, bah, ok. Mais la rue va te permettre de faire du pré-talk et va te permettre d'être dans du pratique et avec des vrais feedbacks où tu peux vraiment te poser des questions et te dire, OK, je dois me réorienter, me replacer. Tiens, là, je n'ai pas été juste, ma voix n'était pas bonne, ma suggestion n'était pas bonne, etc. Et le rapport à l'humain, du coup, il est totalement différent dès que tu es en cabinet, en fait, quoi. Le rapport, vraiment, le premier rapport hors psychologique, quoi, mais hors thérapeutique, quoi. C'est plus du tout la même danse, quoi, parce que finalement, que ça soit la street ou le cabinet, après, c'est un être humain qui est en face de toi, donc l'induction, etc., ça y va, quoi. C'est sûr que ça permet. Et tout comme finalement, beaucoup de formateurs, tu vois, ils n'exercent pas en cabinet. Ça, pareil, tu vois, là-dessus, ils ont très peu, ça fait pourtant des années qu'ils sont formateurs, ils ont très peu d'expérience en cabinet, voire pas du tout. Ça m'a toujours un peu dérangé, j'en ai eu. C'est pas pour ça qu'ils étaient mauvais, mais ils n'ont pas l'expérience du terrain, quoi. Bah, tu peux être très bon prof, hein. Là, je reprends encore les arts martiaux. Tu as plein de vieux qui n'ont pas forcément beaucoup combattu. Par contre, ils ont un coup d'œil. Je me souviens de vieux profs de karaté d'Okinawa. Tu sentais que ça n'a jamais été des gros fighters. Par contre, ils sont très précis. Ils arrivent à nous donner des orientations. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue, quand tu commences à rentrer dans du concret, il y a des moments, tu as l'impression d'entendre un discours qui a été rodé. On avait vu ça avec Jerry Kyle avant de mourir, où tu sentais qu'il ne recevait plus personne et il n'avait plus du tout la verve et la façon de rebondir. Pour être allé voir 2 fois le vieux là, Benler, franchement, il est mauvais aujourd'hui, hein, en accompagnement. Ce qu'il fait, c'est nul. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon. On a beau me dire, ouais, mais non, mais il fait des métaphores imbriquées et tout. C'est pourri. C'est pas effectif. Ça n'a pas d'intérêt. Et ça ressemble pas du tout à quelque chose qui a un accompagnement qui a du sens. C'est un show, ça permet de montrer aux gens que, ouais, regardez, j'arrive à l'hypnotiser en 10 secondes. Ouais, super, mais c'est bon, je ne suis pas chez Mesmer. Voilà, moi, je suis en train de regarder un mec qui, logiquement, me dit qu'on va pouvoir accompagner des personnes avec la NLP. Pareil, hein, on a vu quoi, j'étais avec des copains, mais Grindr, pourri. Alors que le mec, je suis sûr qu'il a été bon. Sauf que c'est des gens qui doivent avoir des coachings rarement avec des gens qui leur payent des trucs pour se dire je suis coaché par Bendler, je suis coaché par machin, mais ils sont mauvais. Et vaut mieux l'hypno lambda, comme vous et moi, où on est là au milieu de nulle part, on fait nos trucs, mais j'ai plus confiance dans ce gars-là qui a fait qui a son feedback. Après, il peut peut-être pas théoriser. C'est la complexité parfois de la pédagogie, de pouvoir se dire attends, je suis en train de faire quoi, se mettre en méta pour dire ok, d'accord, là j'ai fait ça parce que. Mais je vais avoir plus plaisir à parler avec une personne qui a eu plein de feedback, plein de partenaires et qui va te dire ouais, mais non, mais moi, tu vois, j'ai fait ça, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Il y a des moments, je ne suis pas d'accord. Mais parce que mon côté empirique, il dit bah, moi, je n'ai pas vécu ça. Et lui, il me dit qu'il a vécu ça. Bah, tu dis ok, d'accord, moi, je ne l'ai pas vécu, mais si toi, tu l'as vécu, c'est cool, je le prends dans ma base de données. Je me dis il y a des feedbacks qui peuvent être comme ça. Génial. Plutôt que quelqu'un qui te fait une théorie. Oui, mais normalement, ta gueule. Vas-y, normalement, la théorie, c'est bien, mais il y a le monde du quotidien, il y a ce qu'on a quand on a un mec en souffrance en face de nous, il y a ce qu'il y a quand nous-mêmes, on est en souffrance et qu'on se dit, oh, il va falloir que je tienne bien la posture parce que là, je risque de partir sur mes transferts, etc. etc. Il y a tout plein de choses. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est les moments où il y a des choses qui vont toucher des éléments de ta propre vie. Donc, on est dans le transférentiel où tu ne vas pas être OK, où tu ne vas pas utiliser le bon verbe, où le verbe que tu vas utiliser, il est bon pour toi, mais pas pour lui, etc. Et ça s'apprend que dans la vie du quotidien en cabinet. Complètement d'accord. On pose la question, là, Marc? Attends. Si tu veux, ouais, en fait, je colle les questions ici, comme ça, on les a. Voilà. Oui, justement, là, par rapport à ce que tu viens de dire et ces problèmes de transfert et de formation, il y a un problème qui me paraît essentiel, qui est pratiquement pas abordé pendant les formations, c'est la libération des problématiques des individus qui veulent devenir hypno. C'est-à-dire que les gens, effectivement, en une semaine, 15 jours, ils sont tout contents, ils savent mettre quelqu'un en transe,
ils sont incapables de gérer une séance et surtout, ils sont bourrés de problématiques parce que la plupart, ils ont vécu une séance qui leur a fait du bien, ils ont appris ça et en fait, ils font de la merde. Et quand tu vois sur certaines communications, sur des groupes d'hypnose ou ailleurs, c'est lamentable parfois. Et ces gens-là sont supposés aider leurs prochains. Donc, je pense que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais il me semble que c'est un aspect essentiel de la formation. Ouais, alors moi je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on ne sera jamais parfait, hein, et tant mieux. Donc, on ne va pas commencer à pratiquer quand on sera parfait. Par contre, avoir conscience de ces pathos, conscience de ces problématiques et les travailler, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça, tu peux le faire que quand tu es en thérapie. Le nombre de coachs d'hypno ou outre qui vont dire « Non, mais moi, je n'ai pas de problème. Non, mais moi, c'est bon. » Tu dis « Bon, si déjà, d'entrée, tu me dis « J'ai pas besoin de faire de thérapie parce que je n'ai pas de problème », c'est que déjà, il y a un problème. Combien de personnes, moi, j'ai pu avoir en formation où il dit « Non, mais ça, je l'ai géré. » On pose mais vraiment 3 questions dessus. Et là, tu as un lapsus qui dit c'est pas OK du tout. Tu as son corps qui se raidit, tu as des émotions qui remontent. Et ces gars-là, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils coachent. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais coachs ou des mauvais hypnos. Ça veut dire qu'eux sont en déni de quelque chose par rapport à eux et donc ils n'ont aucune conscience des rapports transférentiels qu'ils font et à savoir s'ils sont en train de se sauver eux ou simplement supporter, aider et accompagner une personne dans la douleur. Tu vois, alors, moi, ça, c'était un des trucs qui m'avait marqué quand je faisais mes formations. Et quand j'avais proposé des formations, quand on m'avait demandé d'en faire et que j'en ai proposé, je me suis dit, bah les gars, moi, mon cadre, alors je ne prends jamais beaucoup de personnes, hein, tu sais, moi, on est 4 ou 6 max, et je crois que ça a dû arriver qu'une fois. Les gars, c'est là, pendant les semaines où on va bosser ensemble, on bosse que sur la vraie vie, vos vrais problèmes. C'est-à-dire que vous allez devoir être à la fois un apprenant, un partenaire patient et un opérateur. Donc, autant vous dire d'entrée que tu vas prendre cher. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es encore dans ta transe, parce que tu viens de vivre une session où tu as fait réémerger des trucs pas cool, aller en posture d'apprenant, c'est super dur. On sait très bien que quand on est stressé, quand on a plein de choses, notre capacité à capter ce qui va se passer après est complexe. Donc, je n'ai pas encore trouvé de super moyens pour réussir à éviter ça. Mais tout ce qui était du genre « Ouais, mais on prend un faux cas. » Mais d'où un faux cas? Même si je te dis, joue le mec qui est alcoolique, dans 5 minutes, je te garantis qu'on a tous tes patterns qui déconnent. Si tu joues n'importe quel rôle, to pretend, tes patterns dissonants, ils sont à l'intérieur de toi. Donc, ils vont s'exprimer. Donc, autant aller directement dans ce qui couille dans ta vie. Mais cette notion-là, elle est difficile pour l'apprentissage d'après. Néanmoins, le feedback positif de ça, alors, hormis que parfois, je sens qu'ils ont complètement zappé une partie du cours et je sais pourquoi, c'est le fait de se dire, OK, la thérapie, c'est hyper important. Oh putain, je n'ai pas géré ça. Oh, j'ai jamais vu que j'avais ça. Oh, ah ouais, d'accord, on peut faire ça. Et cette notion-là nous permet d'avoir des futurs praticiens, s'ils continuent leur quête et leur cheminement d'apprentissage, dans une dynamique à se dire, OK, il faut que je me fasse suivre, il faut que je trouve des personnes pour avancer sur ces sujets-là, etc. Mais c'est un moment où tu mets en face de toi-même les gens, à dire non, mais là, tu te rends compte que tu n'es pas OK, mon pote. Et c'est pas mal. On n'est pas en train de dire que les gens qui vont mal, c'est pas OK. C'est juste que pour toi, c'est pas OK. Et cette notion-là, elle est hyper importante. Avoir cette capacité d'accueil à te dire, bah oui, on est dissonant, bah oui, on n'est pas parfait, bah oui, on a plein de problèmes, bah oui, on a eu des vies de merde, ou on a eu des vies moins bien que d'autres, ou plein de choses, et on a de la souffrance. Mais peut-être qu'en ayant conscience de ça, notre rapport empathique avec l'autre va être plus important. Notre rapport pour se donner un peu plus d'estime, d'écoute, d'amour et d'attention, va nous dire, non, mais je vais faire plus attention à l'autre. Je ne vais pas juste utiliser un truc magique, 3 suggestions, 2 deepeners, etc., etc. Non, je vais avoir ce lien qui se fait parce que d'un coup, je sais ce que c'est la souffrance, parce que je sais ce que c'est être à ta place, je sais ce que c'est quand tu as mal, je sais ce que c'est quand tu es en train de faire une abréaction, je sais ce que c'est quand pendant des jours, ce que tu viens de faire en séance, ça tourne dans ta tête et tu dis putain. Ça, on le sait parce qu'on l'a vécu. Ça, on le sait parce qu'on a souffert. Ça, on le sait parce que aussi, on a eu de la résilience et qu'on a pu petit à petit se dire OK, en fait, la vie continue. Et nos mots, quand on va dire oui, ça fait mal, mais t'inquiète, ça va aller mieux, c'est pas la même chose que le mec qui est théoricien ou qui n'a pas fait un travail sur lui qui dit ça va aller mieux parce qu'il a entendu ça dans un speech de Tony Robbins et que ça fait trop bien, tu vois. Là, il y a quelque chose qui a été vécu et ne serait-ce que le timbre de voix, la suggestion, l'intensité, la passion que tu vas mettre dans ces mots-là va modifier l'ensemble de la structure réceptive à ce moment-là dans la transe.
et ça modifie énormément de choses. Donc, bien sûr, travailler sur soi, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire « Ouais, mais je galère, je n'ai pas de psy à côté de chez moi ou je les ai tous faits. » Aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu as des sites entiers où tu appuies. Toi, là, en ce moment, je suis suivi par une personne qui fait de la TCC. Ça fait 1 an et demi que je suis avec. C'est un logiciel sur mon téléphone. Voilà, j'ai mon rendez-vous, je prends mon rendez-vous sur téléphone, on a à l'heure, on fait le truc, elle finit, c'est fini, on n'en parle plus. C'est quand même extraordinaire. On n'a plus d'excuses pour ne pas être suivi. Alors qu'avant, on pouvait dire oui, mais j'ai pas d'hypno dans mon village, oui, mais j'ai pas de psychothérapeute. Ouais, c'est bon, on n'est plus en 1622. Hein. Là, maintenant, on peut, si on a envie d'aller bien, se bouger le cul pour être bien et trouver des personnes qui nous correspondent. Et ça, c'est toujours ce qui nous demande un petit peu de temps parce que c'est pas toujours simple de trouver un praticien qui a l'énergie qui nous correspond. Et ça, c'est hyper important. Marc, peut-être? Pardon? Non, je demandais à Marc s'il avait… Non, bah écoute, moi j'ai plein de questions, mais après je… Il y a Bogdan qui lève le doigt. Bogdan qui lève le doigt. Bah, Bogdan, à toi. Ouais. Bah, écoutez, je ne vous connaissais pas, mais j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Et j'aime bien découvrir le monde des hypno-médecins. Parce que bon, je suis du côté des médecins et je trouve que ces frontières sont artificiellement délimitées et parfois ça fait même des antagonismes qui n'ont pas lieu d'être. Bon, je vous rejoins parfaitement dans cette idée d'une humilité à avoir parce qu'effectivement, on ne peut pas espérer être un super thérapeute après avoir fait une formation de quelques jours. On a pris une technique et des métaphores comme ça toutes faites pour entrer dans la profondeur de la vie de quelqu'un et pour pouvoir l'accompagner. Ça demande des années de travail, d'expérience, de connaissances psychopathologiques, etc. Donc, je vous rejoins parfaitement là-dessus et j'aime bien chez vous ce côté humilité qui accompagne le combatif qui est en vous. En tant que pédopsychiatre, j'ai apprécié, si vous voulez, enfin, je trouve que vous êtes une illustration de ce que j'appelle un ancien enfant éclaireur et combatif. Alors, je m'explique. Pour moi, un symptôme, avant que ce soit un problème, c'est d'abord une tentative de solution. Et vous avez parlé au début de votre colère, une colère qui vous a amené comme ça dans le combat. Et j'ai envie de dire que vous m'avez fait penser à quelque chose qui a été dit par je ne sais plus quel grand thérapeute, qui disait la colère est l'expression d'une valeur qui n'a pas su être reconnue. Une valeur qui a été qui était présente chez la personne et qui n'a pas été reconnue par les autres. Et donc la colère, en fait, c'est un symptôme tout à fait légitime qui parle de ça, d'une valeur qui n'a pas été reconnue. Et donc elle a non seulement son droit d'être, mais c'est même un bon signe du fait qu'on a des valeurs à l'intérieur de soi, mais qui n'ont pas su être reconnues par les gens qui nous ont entourés. Vous avez parlé de dyspraxie. Alors pour moi, la dyspraxie de mon expérience de pédopsychiatre, c'est souvent une action avec une intention positive, mais une action dont l'intention positive n'a pas su être reconnue non plus. Une action qui était sûrement accrochée à une valeur. Et donc, comme elle n'a pas été reconnue comme intention positive de cette action, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et du coup, le geste, il pense. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans une analyse de ce qui s'est passé, mais enfin, c'est pour dire simplement que vous êtes pour moi une illustration d'un enfant éclaireur, parce que tout symptôme éclaire de quelque chose, un enfant éclaireur, et qui a su avoir la force du combat pour aller très loin. Et je vous félicite pour ça. Et puis pour cette humilité dont vous nous avez fait part. Merci. Donc bravo. Merci. Là, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que moi, par exemple, j'étais dyslexique aussi. Donc le problème, c'est que je ne lisais pas, j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais, ou je répétais des choses qui n'allaient pas. Par exemple, la première fois que j'ai rencontré la communication, je me suis dit, mais c'est complètement con. C'est un système pour que les gens parlent entre eux. Il n'y a qu'à parler. Mais vu que moi, j'étais déjà en galère de communication, c'était plutôt, putain, mais c'est génial comme système. C'est quoi ce délire? Comment je peux me faire comprendre par les gens? Parce que, en fait, quand on est dyslexique, la plupart du temps, on a l'impression d'être sur une île et que vraiment, il n'y a personne qui comprend ce qu'on est en train de raconter. Mais alors, quand je dis personne, c'est vraiment personne. On explique des trucs et les gens ils disent, non, il n'a pas compris le sens de la phrase.
non, le mec, il n'a pas compris ceci. Moi, c'était un des trucs que j'avais sur mes notes. Genre, a pas compris, et à côté du thème. Et là, tu te dis, ouais, en fait, je suis un gros teubé, je comprends rien, je suis stupide. Et en fait, tu comprends au fur et à mesure que tu comprends les choses de façon différente des autres. Et tu l'exprimes de façon différente. Donc, la notion de bien te faire comprendre est quelque chose, et si on prend ce que disait Bogdan, cette notion à se dire, ah mince, j'ai exprimé quelque chose, ça n'a pas été compris, ou ça a été mal interprété, ou j'ai peut-être mal formulé, et dès lors, ça devient complexe. Et ça, je pense que c'est un symptôme qui est très lié à la dyslexie et la dyspraxie, où à un moment donné, on se dit, OK, donc en fait, ce que je viens de dire, personne n'a rien capté. C'est super. Et on finit le truc à se dire, OK. Et en surcompensation, là, purement, on parle de surcompensation, qu'est-ce que je fais? Je fais un système où ce qui est le plus important, c'est le verbe, c'est le mot. Et quand je m'étais amusé à faire tout un truc parce qu'on m'avait saoulé avec les HPI, et j'avais dit non, mais vous me saoulez, moi je ne suis pas HPI, donc je suis allé faire les tests et j'ai prouvé que je n'étais pas HPI. Sauf que j'avais un truc intéressant, c'est qu'au niveau verbal et au niveau du sens du verbe, je suis hyper développé. Donc en gros, j'ai créé une surcompensation vraiment au niveau du sens du mot. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Dans le fond, on en parlait tout à l'heure, exactement, j'allais te dire. Ouais. Je me permets juste un peu mot à ce que vous disiez. Vous avez raison, hein, c'est sûr que moi, malheureusement, mes confrères médecins, bon, ils sont pas forcément super intéressés par tout ça. Hein, enfin, surtout les psychiatres, hein, ils préfèrent vendre des drogues, hein, j'appelle ça des drogues, hein, les merdes qu'ils donnent aux patients, plutôt que de se former à l'hypnose, etc. C'est vrai que l'hypnose médicale, elle est quand même beaucoup inspirée d'Erickson. Mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même plusieurs sortes de médecins. Il y a les généralistes, les anesthésistes qui se forment effectivement à des techniques plutôt d'analgésie, hein, qui sont inspirées d'Erickson, qui lui-même, on le sait, hein, il a soigné ses propres douleurs grâce à l'hypnose. Mais vous avez quand même certains psychiatres en France qui sont quand même des gens qui sont extrêmement performants, entre autres l'école de Nantes, hein, Éric Bardot, Julien Bedbez, enfin des gens comme ça, qui non seulement se sont beaucoup inspirés d'Erickson, mais ils ont apporté quelque chose de plus parce qu'ils ont associé ce qu'on appelle les thérapies brèves à cette approche ericksonienne, notamment la thérapie narrative, qui est vraiment une découverte étonnante, hein, par deux Néo-Zélandais qui ont lu Michel Foucault et qui ont inventé la thérapie narrative. Hein. Alors, ils ont associé ces apports-là et Éric Bardot, notamment, il a inventé ce qu'on appelle l'approche HTSMA, hein, où en fait, il a pris un peu la crème de plusieurs apports théoriques et cliniques. Hein. Donc, l'hypnose ericksonienne, la pensée d'Erickson, mais aussi la pensée de Bateson, l'approche systémique. Il a aussi inclus là-dedans l'approche qu'on appelle attachmentiste de John Bowlby. Hein. Et puis la thérapie brève, narrative, solutionniste et provocatrice. Donc, il a fait une sorte de mix. Et c'est une approche qui est une approche thérapeutique parce que vous faites bien de différencier la thérapie d'une technique. Hein. Et même Erickson, hein, il faisait cette thérapie parce que pour Erickson, la thérapie, c'était de provoquer du changement. Et parfois, il arrivait qu'Erickson, il était extrêmement inventif et créatif. Hein. Il pouvait faire des thérapies pour provoquer du changement sans passer par la transhypnotique. Hein. Donc, pour lui, l'essentiel, c'était la thérapie. Et l'hypnose reste une technique, en fait, hein, parmi d'autres, au profit de la thérapie. C'est un outil complémentaire. Voilà. Donc, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, hein, c'est cette différenciation entre une technique et la thérapie. Hein. Et donc, cette approche-là qui s'appelle HTSMA, inventée, hein, on n'invente rien, mais on co-crée ensemble, enfin, on est toujours à plusieurs à co-créer des choses nouvelles. L'HTSMA, c'est une approche thérapeutique parce que ça va au-delà d'une technique, hein, c'est toute une approche relationnelle qui a pour base la relation humaine avant tout, avant que ce soit des techniques. Hein. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant que même Roustan avait dit, c'était la question du point fixe. Il disait quand on arrive à créer un point fixe, et le point fixe, en fait, c'est la rencontre de l'autre. Quand le point fixe est créé, toute technique peut faire levier thérapeutique. Si on pense à Archimède, hein. Quand le point fixe est là, tout peut faire levier thérapeutique. Alors, j'ai un ami qui disait quelque chose d'encore plus beau, qui disait quand la relation thérapeutique est tellement bien installée, c'est le Saint-Esprit qui débarque au sein de la relation et c'est lui qui soigne.
Et ça, je pense que ça parle à Marc, cette histoire-là. Moi, je suis plus. Alors, moi, je suis un de ceux qui dit ouais, le rapport, OK, le lien, OK, mais je pense que la technique a du sens. Oui. Je suis vraiment d'une. Tu vois, je reprends avec les arts martiaux. En style de percussion, tu peux avoir du karaté, tu peux avoir du Viet Vo Dao, tu peux avoir du Muay Thai, tu peux avoir du lightweight, tu peux avoir plein de choses. Tu peux avoir de la boxe anglaise, qu'importe. Là encore, la technique que tu vas faire va entrer en impact et en contact de façon différente et va créer des éléments différents. L'objet technique, si j'utilise un coude, ou si j'utilise ma tête, ou si j'utilise mon poing, et si je l'utilise en extension ou en crochet, je ne vais pas avoir les mêmes retours, je ne vais pas avoir les mêmes feedbacks. Donc, je ne vais pas avoir la même orientation stratégique, donc technique qui emmène l'option stratégique, qui emmènera dès lors un feedback potentiel dans l'objectif d'un mieux-être de la personne qui consulte. Mais tu vois, moi, je mets énormément d'emphase sur la technique. Depuis des années, j'entends, tu vois, Roustan, justement, j'entends Carl Roger, tu vois, qui est beaucoup sur cette notion de notre posture va être quelque chose d'important parce que la rencontre entre deux âmes, deux êtres, deux personnes, qu'importe la sémantique qu'on va utiliser, est essentielle. Et moi, pour l'instant, j'en suis pas là. Tu vois, j'en suis encore à... intellectuellement, je l'entends, mais je ne l'ai pas encore perçu de façon empirique. Je capte cette rencontre, je capte plein d'éléments qui sous-entendent ça, mais il va y avoir une différence entre le rapport technique que je vais utiliser va modifier l'orientation stratégique et donc l'impact à un moment donné de la problématique du partenaire de facto parce que la technique est orientée d'une certaine façon. Donc moi, je mets énormément d'emphase sur la technique. Parfois, alors j'avais même fait des tests, tu vois, je recevais des gens en les insultant, en étant vraiment hyper relou pour buter complètement tout ce qui était rapport positif, tu sais, le fameux faut que la personne se sente bien, je suis en posture basse, etc. Donc j'avais fait plein de trucs pour être hyper énervant pour la personne, sachant que j'aime beaucoup tout le rapport provocatif. Et de là, je voyais comment ça pouvait s'amener. Alors bien sûr, il y a un rapport, il y a une connexion de trans, il y a plein de choses. On est d'accord. Mais dans l'idée, c'était de voir est-ce que la technique peut supplanter le rapport négatif entre guillemets, tu vois, la projection négative, le transfert négatif qui va être fait sur moi à ce moment T. Et est-ce que je vais réussir au travers de ça à amener le partenaire à aller vers un mieux-être alors que le rapport situationnel et le rapport humain peut ne pas correspondre? Eh bien, il y a eu plein de retours positifs. Je ne l'ai pas fait sur des années, je l'ai quand même fait un paquet de temps pour justement voir ça. Parce que tu vois, moi, depuis que j'ai commencé à accompagner, c'était au départ une de mes croyances. On s'en fout, c'est le rapport que tu as avec l'autre et l'humain. Et ce que tu viens de dire de Roustan est très juste, ce point fixe. Mais je me suis dit, non, il n'y a pas que ça. Alors que Roustan, au bout d'un moment, à la fin de son œuvre, il était vraiment, qu'importe ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, à un moment donné, c'est le rapport de l'un à l'autre qui va modifier. Sauf que Roustan prenait peut-être pas en compte que c'était une figure d'autorité, que c'était quelqu'un qui, dès lors, était dans une suggestion non verbale qui était très puissante parce que c'était quelqu'un qui était une référence. Comme Milton. Milton, c'était un gars où on dit oui, mais il n'avait pas besoin de faire grand-chose pour que les gens changent. Oui, mais les gars, attendez 6 mois pour aller voir Milton. Tout le monde savait que Milton était balèze. Si en plus, on reprend ce qu'Alain proposait tout à l'heure, qu'il était chaman et que la personne ait en plus cette croyance, cette orientation, ça crée déjà un ensemble de suggestions non verbales préétablies par un ensemble d'un contexte systémique qui amène une modification. On appelle l'attention expectante. Hein. Et complètement. Et à ce moment-là, on est déjà sur un aspect technique qui est hyper fort. Tu vois, paradoxalement, c'est pas la rencontre. Avant même d'avoir commencé. Avant même la rencontre. Tu vois, et moi, je suis toujours en réflexion. Je dis pas, pour l'instant, j'en suis encore là. Tu vois, à mon humble niveau, je me dis, j'entends tout ce que Bogdan, tu dis, et que plein de gars vont dire, oui, l'important, c'est le rapport. Pour l'instant, à mon petit niveau, non, ça me parle pas. Tu vois, je comprends intellectuellement, mais je l'ai pas imprimé. Et empiriquement, au quotidien, avec mes partenaires, c'est pas ce que je sens encore. Peut-être que j'ai tort, peut-être pas, et puis à la limite, on s'en fout. Moi, je t'encourage à suivre ton instinct parce que il n'y a que ça de vrai, tu vois. C'est exactement ce que tu disais. C'est le ressenti corporel, hein. C'est un thermomètre. Je pense qu'on doit se guider
selon ce thermomètre en soi. Hein, le ressenti corporel qu'on a par rapport à une théorie qu'on entend. Hein, comme tu dis, c'est très juste. Hein. La référence, le thermomètre, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas des livres. Hein. C'est ce qu'on ressent au fond de soi, comme juste ou pas juste. Hein. Et ça, on le sent dans le corps. Hein. Donc, suis ton instant. Hein. Je ne peux pas te dire mieux. Ouais, bon, de toute façon, merci pour ton partage. Bah, avec plaisir. Mais tu vois, c'est un des trucs que j'aime bien. Quand j'ai commencé à partager, où j'ai écrit des essais et tout, j'avais un pote, j'avais mis dans l'essai, dans le premier essai que j'avais fait, j'avais dit ce que je dis aujourd'hui, ça se trouve, demain, je n'y croirais plus. Et mon pote qui avait lu ça le premier m'avait dit, non, mais Pank, tu dis pas ça dans un bouquin. Un bouquin, c'est resté dans le temps. C'est quelque chose qui se fige. Mais tu sais que Erickson, c'est pour ça qu'il a refusé de théoriser. Hein. Il a dit, moi, ma pensée est toujours mobile. Donc, ce que je dis aujourd'hui, peut-être demain, je ne dirai pas la même chose. Donc, il était une espèce de mobilité permanente. C'est pour ça qu'il n'a rien écrit au fond. Hein. Pour lire Erickson, en fait, il faut lire, par exemple, Jay Haley, qui a écrit, un de ses disciples, qui a écrit Milton Erickson, un thérapeute hors du commun. Et là, il relate l'histoire d'Erickson. Mais Erickson s'est refusé de théoriser pour cette raison-là, hein, de la mobilité de l'esprit et du fait qu'aujourd'hui, on peut passer ça et dans chose. Et ça, c'est génial. Et en fait, c'est Grinder et Bandler dont tu parles tout à l'heure. En fait, c'est eux qui ont essayé de formaliser la pensée d'Erickson en inventant la PNL. Bien sûr. C'est ça qui s'est passé. Je vais rajouter quelque chose, Pank. En fait, si tu veux, là où de mon point de vue, hein, avec la vision que j'ai de toi au fur et à mesure du développement de ce que tu exprimes, je suis totalement persuadé qu'en réalité, sans te rendre compte de la manière dont tu fonctionnes vis-à-vis de la relation que tu as avec l'autre, ton énergie, ton état d'être et la liaison entre les deux personnes. Oui. Donc, tu as l'impression que c'est la technique qui fait, mais en fait, ton impact, il est d'abord énergétique avant même ta technique. Et les deux vont ensemble, quoi. Parce que c'est ton état d'être, c'est ce que tu es qui fait le travail. Tu l'as dit très bien, là, je n'osais pas le dire, je voulais qu'il le découvre lui-même. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je pense au fond de moi. Cette notion, je l'ai, tu vois, intérieurement. Je capte de toi, bon, je te l'exprime simplement, voilà. Mais complètement, mais tu vois, je l'ai, cette notion, je la capte. Mais tu sais, j'ai mon côté, alors là-dessus, c'est mon côté rationnel qui dit, mon pote, c'est un peu facile comme explication. Donc, moi, je cherche. Tu vois, en fait, à un moment, je vais soit m'user et me dire, bon, ok, je suis allé au bout du bout et ça n'est pas. Soit je vais switcher. Mais cette notion, je l'ai. Je me suis dit, bah, peut-être que l'énergie que je propose, ce que je suis intrinsèquement. On ne peut pas faire du Pank. Oui, bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire. C'est ton énergie qui fait le boulot. Mais Bien ton sûr. énergie, avec tout ce qu'il y a derrière et avec toute la technique que tu vas maîtriser, que tu vas adapter en fonction de la personne qui est en face. Et en réalité, c'est un tout, quoi, relativement indissociable. Alors, tu n'y vois pas ton énergie parce que tu peux penser que rationnellement, ça n'existe pas, mais on s'en fout. C'est ça qui fonctionne, quoi, en tout cas. Oui, et c'est quand tu vas lâcher la technique que la magie va s'opérer. Ouais, alors tu vois, moi je suis pas encore à la magie. Moi je suis encore moi je suis un bœuf, tu vois. J'avance mes papates, tranquillou. Moi magie, tout ça. Non, moi je suis très terre à terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'autoriser, il faut le laisser découvrir. Voilà, c'est ton instinct. Déjà, si tu le satures en cognitif, en explication, il va rejeter. Il a besoin de découvrir seul. Hein. Mais oui, mais c'est ça, voilà, il ne faut pas rentrer dans la théorie, il faut le vivre. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai eu l'inverse. C'est-à-dire que ce que tu disais là, c'est ce que je disais quand j'avais 18 ans ou quand j'étais plus jeune, parce que j'avais vraiment cette notion-là. À me dire, ok, j'ai vécu des expériences assez funky, tu vois, où j'ai vraiment eu des phases où je me dis, ok, là, je suis dans le bon timing. Tu vois, ce que j'appelais le timing, être dans le temps de l'univers. Et avec le temps, j'ai fait, ouais, t'es gentil, mon pote, là, tu commences à partir très, très loin. Vas-y. On se recadre et on ramène vers des... C'est excellent parce que ça te permet comme ça de revenir toujours à l'ancrage pour pouvoir vraiment fonctionner complètement dans l'incarnation. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que c'est amusant. Tu vois, tout ce que tu dis, ça me parle, mais il y a une partie de moi qui dit, ça, c'était avant. Donc, on verra les steps d'après. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est se dire, j'étais plutôt sur une on en reparle dans 10-15 ans. Exactement, mais c'est exactement ça. Il faut en parler dans 10-15 ans. Exactement. Tu voulais qu'on papote un petit peu de Sylvain? Oui, si tu le veux bien. Alors attends, parce qu'il y a des choses qui sont écrites. On va peut-être regarder dans la discussion là en bas.
Zut, j'ai perdu. Mince. Les modérateurs, vous êtes par là? Là, j'arrive plus à trouver mon truc, moi. Mince. Qu'est-ce que j'ai foutu? Allô, allô? Yep. Marc, là, tu peux arriver à lire oui, ce que tu as écrit là, oui? Qui est écrit? J'arrive, je suis juste en train de faire le café, j'écoute toujours avec l'écouteur. C'est des questions sur Facebook ou en tout cas des réflexions. C'est intéressant de les lire, hein. Voilà, s'il vous plaît. Alors, j'ai plus les auteurs, mais bon, je crois que c'est Thierry qui a écrit ça, je ne suis pas sûr. Quand un prof en DU n'a jamais testé sa propre transe, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu en penses? On a déjà répondu quelque part, mais bon. Ouais, la réponse non, mais c'est un vrai problème, tu vois. C'est comme un hypno qui te dit qu'on ne peut pas l'hypnotiser. Il y a un moment ou un autre, change de boulot. Hein. Il va peut-être falloir que tu revoies tes théories. Ouais, on ne peut pas m'hypnotiser. Détends-toi. Soit tu es complètement tout le temps en transe, donc tu ne sais même pas quand tu ne l'es pas, mais on t'hypnotise. T'inquiète pas. Le monde s'est chargé de t'hypnotiser. Hein. Les voiles de conscience te prouvent à longueur de temps que tu es complètement hypnotisé par ton téléphone, tes envies, tes désirs, ce que quelqu'un va porter. Donc, tu vois, c'est le même truc. C'est un moment ou un autre, c'est savoir ce qu'est notre transe, c'est hyper important parce que c'est aussi connaître nos limites, nos capacités, mais aussi ouvrir des choses et se dire waouh, truc de fou. On en parlait avec Lancelot, hypno-analgésie. C'est quand même pour moi le cœur et la base de l'hypnose. C'est l'analgésie. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas la psycho, c'est l'analgésie, la création d'apaisement physique. Quand tu commences à vivre ça, tu dis quand même, il y a des trucs. Moi, je pense qu'on est limité, mais on est quand même chaud. Hein. On est quand même balèze. On a un sacré